Bienvenue dans le monde passionnant de Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Aujourd'hui, nous plongeons dans une section cruciale des chapitres 28 à 47. Notre voyage se poursuit avec Edmond Dantès, autrefois jeune marin plein d'espoir, emprisonné à tort. Maintenant, il refait surface en tant que mystérieux et redoutable comte de Monte Cristo. Situé sur fond des années post-révolutionnaires turbulentes de la France, le comte de Monte Cristo tisse une histoire de trahison, de vengeance et de rédemption. Rassemblant ses alliés, ses richesses et ses déguisements, Dantès est dans une quête complexe de rétribution contre ceux qui ont conspiré pour l'emprisonner. Regardez le drame se dérouler dans ce récit intrigant et magistralement composé. C'est une histoire de justice rendue froide et périlleuse, des mouvements calculés se déroulant comme des pièces sur un échiquier. Rejoignez-nous alors que nous démêlons la suite de cette saga classique intemporelle, où chaque nouveau chapitre révèle des nuances plus audacieuses de la psyché et des ambitions de Dantès. Êtes-vous prêts pour un voyage littéraire comme nul autre? Plongeons-y. L'intrigue se complique alors que nous nous trouvons dans une modeste auberge, où Caderousse, un homme avec un lourd fardeau de secrets, confesse au sage abbé Faria. La peur et le regret accompagnent chaque mot, alors qu'il révèle comment le destin d'Edmond Dantès a pris un tournant cruel. Il partage à contre-cœur l'histoire de la trahison tissée par des rivaux envieux. Comme le décrit Caderousse, nous entendons parler du père d'Edmond Dantès, qui a été laissé au désespoir, croyant que son fils était perdu à jamais. La douleur de Mercédès, sa bien-aimée, se mariant pour survivre dans un monde sans Edmond résonne à travers l'histoire. Ce récit tragique de manipulation souligne les sombres motifs de ceux comme Danglars et Fernand qui ont piégé Edmond comme un traître. Le récit de Caderousse peint un tableau vif d'envie et de cupidité, se déroulant comme une pièce tragique sous le vernis de la vie vibrante de Marseille. Ici, la scène est prête pour une confrontation ultérieure, une où les transgressions passées exigeront leur compte. Cette confession inquiétante nous propulse vers l'avant, laissant entrevoir les chemins complexes que prendra bientôt la vengeance de Dantès. Notre histoire prend une tournure intrigante, avec l'apparition d'un Anglais mystérieux. Avec un œil avisé et une propension à la subtilité, il plonge dans les problèmes financiers de Morel et Fils, cherchant chaque détail avec une précision méticuleuse. Dans cette enquête intrigante, l'Anglais négocie habilement avec Beauville, l'inspecteur de la prison, qui est pris dans une détresse financière. À travers des conversations à droite, des intentions cachées commencent à se dévoiler, révélant des indices de l'emprisonnement injustifié d'Edmond Dantès. Plus qu'une simple observation commerciale, cette rencontre représente une partie d'échecs silencieuse, avec l'Anglais plaçant les pièces pour des implications bien plus grandes. Alors que nous observons cette figure mystérieuse se faufiler à travers les fils de l'arrière-plan vibrant de Marseille, ses actions en disent long, se reliant à une mission profondément personnelle liée au passé de Dantès. Ce manœuvrage stratégique ne vise pas seulement à aider Morel, mais annonce un réseau plus vaste de plans qui restent à dévoiler, suggérant les machinations précises du. Alors que la ruine financière menace Morel, l'armateur autrefois prospère se retrouve au bord du désespoir. Mais comme le dit le proverbe, c'est toujours le plus sombre avant l'aube. Entrait une lettre signée par l'énigmatique Sinbad le marin, offrant une lueur de salut. Cette figure philanthropique, secrètement notre propre Edmond Dantès, orchestre une intervention miraculeuse. Une bourse en soie rouge remplie d'argent et un diamant apparaissent mystérieusement, réglant les dettes de Morel. Et puis, incroyablement, son bien-aimé navire perdu, le Pharaon, navigue de retour dans le port avec une cargaison complète. Ces actes de généreuse discrétion insufflent une nouvelle vie dans la famille et les affaires de Morel, mettant en lumière la planification complexe et la débrouillardise de Dantès. Le tournant miraculeux des événements pour Morel illustre l'engagement profond du comte envers ceux qui lui sont loyaux en son absence, mettant en évidence une double identité, celle de chercheur de justice et de sauveur bienveillant. Cet acte de restauration de Morel ne ravive pas seulement l'espoir, mais prépare également le terrain pour des actions à plus grande échelle, reflétant la complexité et la profondeur du retour de Dantès en tant que comte de Monte Cristo. Notre voyage nous conduit maintenant à l'exotique île de Monte Cristo, où le jeune Franz d'Épinay tombe sur un monde différent de tout autre. Un monde complètement dominé par le mystérieux Sinbad le marin. Mais comme vous l'avez peut-être deviné, cette personnalité énigmatique est encore un autre déguisement d'Edmond Dantès. Franz est accueilli dans une grotte opulente, regorgeant de trésors et de luxes rares collectés aux quatre coins du monde.
Ici, Dantès, sous le nom de Sinbad, le captive avec des récits de liberté sans limite et d'horizons inexplorés. Cette aventure surréaliste sert de fenêtre sur les ressources vastes et le brillant tactique que Dantès a acquis au cours de sa transformation. Cette rencontre plante les graines de la curiosité et préfigure les chemins complexes de la justice et de la rétribution. Pour Franz, c'est plus qu'une rencontre, c'est une invitation à réfléchir aux possibilités infinies qui appellent de ce conte cyclique de vengeance et de mystère. Il ne sait guère ce que signifie cette révélation ou le chemin qu'elle gravera alors que l'histoire se déploie dans le prochain carnaval de Rome. La ville enchanteresse de Rome est animée par l'énergie palpitante du carnaval, un spectacle célébrant la vie et la festivité. Au milieu de cette frénésie vibrante, Franz d'Épinay retrouve son bon ami Albert de Morcerf. Leurs esprits sont élevés alors qu'ils s'imprègnent de la gaieté et des couleurs, mais des murmures de bandits et d'intrigues cachées résonnent dans l'air. Et presque comme une partie de l'acte du spectacle, la figure légendaire du comte de Monte Cristo émerge, déclenchant une curiosité débridée. Pour Franz et Albert, cette apparition inattendue est plus qu'une simple coïncidence. Ce festival, tout comme le comte lui-même, offre une façade éblouissante avec des secrets qui se cachent dessous. Il entrelace leur destinée avec son réseau complexe de plans, une toile du destin méticuleusement tissée par Edmond Dantès. Nous restons à nous demander comment les révélations de la soirée se répercuteront sur leur vie, alors que la nuit s'approfondit, nous préparant au tournant philosophique qui nous attend dans le prochain chapitre de notre histoire. La scène se déplace vers un spectacle lugubre au cœur de Rome, l'exécution très attendue sur la Piazza del Popolo. Parmi la mer de spectateurs se trouvent Franz et Albert, leurs yeux attirés par les événements glaçants qui se déroulent devant eux. Leur conversation flotte sur le théâtre morbide, explorant les thèmes bruts de la justice et de la vengeance. Dantès partage ses propres réflexions, plongeant dans une philosophie ancrée par ses souffrances et les injustices subies. Il croit que la véritable justice exige souvent une rétribution équivalente. Un œil pour ainsi dire. Ce dialogue tendu souligne le désir profondément enraciné de Dantès de se venger personnellement de ses tortionnaires. L'exécution se termine avec un sentiment troublant, préfigurant les destins entrelacés qui se dévoileront bientôt, alors que l'histoire se poursuit dans une mission de sauvetage décisive. Un nouveau chapitre mettant à l'épreuve le courage de nos personnages. Au milieu des célébrations de Rome, un coup du sort voit le jeune Albert de Morcerf dans une situation inattendue, lorsque le bandit Luigi Vampa le prend en otage. Le célèbre hors-la-loi pense qu'il a remporté un prix, mais il doit encore compter avec la portée d'Edmond Dantès. Rapidement, Dantès entre dans la cachette clandestine avec l'assurance et l'autorité inébranlable qu'il est le seul à pouvoir exercer. Engageant Vampa dans une négociation sincère, Dantès le convainc de libérer Albert. Sa simple présence et ses paroles suffisent à résoudre une situation où l'or ou une rançon aurait pu prévaloir. Libre une fois de plus, la gratitude d'Albert ne connaît pas de limite envers le comte, qui, dans ce sauvetage audacieux, démontre la profondeur de son influence. Un lien inattendu se forge, qui prépare le terrain pour des dynamiques personnelles changeantes, alors que notre récit se prépare à passer du chaos vibrant de Rome à l'atmosphère posée de Paris. Paris, la ville des Lumières, appelle à nouveau. Cette fois, le comte de Monte Cristo, avec Albert de Morcerf à ses côtés, entre dans le panorama vibrant, prêt à tisser son chemin à travers les complexités sociétales. Avec chaque poignée de main et chaque conversation chuchotée, Dantès crée minutieusement des connexions, tissant soigneusement des amitiés et des alliances. Ces relations jouent un rôle double, apparaissant comme des liens cordiaux et servant de piliers stratégiques ancrant ses intentions plus profondes et cachées. La véritable maîtrise réside dans la subtilité de son jeu d'échecs social, chaque mouvement étant calculé, chaque mot pesé. Dans cette grande performance, Dantès passe de l'orchestreur à l'observateur, préparant le terrain pour les révélations à venir. Alors que nous nous préparons à plonger plus profondément, le passé va bientôt révéler ses secrets, s'entrelacer avec le présent dans ce récit magistralement conçu. Dans l'élégance silencieuse de la résidence d'Auteuil, des mystères plus profonds commencent à se dévoiler, liés aux ombres du passé. La curiosité et la crainte se mêlent dans l'air, alors que le comte explore les couloirs imprégnés d'histoire. Dans cette atmosphère envoûtante, le loyal Bertuccio révèle une vendetta née des injustices orchestrées par Villefort. Son récit traverse la trahison et la vengeance, nous montrant comment des chemins longtemps enterrés peuvent influencer le présent. Le comte,
avec une compréhension aiguë des vendettas, utilise ces révélations pour informer ses propres plans complexes de rétribution. Cette mise au jour des secrets renforce les fils de la justice et de la vengeance habilement tissés par Edmond Dantès. Alors que les couches de tromperie sont épluchées, la scène est prête pour le propre effondrement de Cadrousse. Un récit de chute qui nous entraîne plus loin dans cette saga captivante de rédemption et de vengeance. Dans une histoire rappelant une sombre fable, Cadrousse dévale un chemin pavé d'avidité et de tromperie. Sur fond de sa modeste auberge, il se retrouve tenté par l'éclat de la fortune, un diamant valant la rançon d'un roi. Poussé par le désir insatiable de richesse, les actions de Cadrousse basculent dans la trahison et le meurtre. Tout cela dans la quête de garder ce qu'il ne peut pas revendiquer ouvertement. Dans ce bourbier moral, son avidité incontrôlée s'empare de tout, l'entraînant plus profondément dans les ténèbres. Ce qui se déroule est une réflexion saisissante sur la façon dont la cupidité peut dépasser l'intégrité, déformant l'âme. Ce chapitre, chargé de tromperie, enrichit le large récit de justice où la roue du karma tourne inexorablement. Alors que le drame se déroule vers une conclusion inévitable, nous nous rapprochons d'un point critique dans le jeu de Dantès, où les identités et le destin s'entrecroisent dans une danse dictée par la rétribution. La scène est prête pour une grande orchestration de destin et d'identité, où Edmond Dantès tire les ficelles avec une précision méticuleuse. Dans ce final, la grande tapisserie de vengeance du conte commence à se défaire, fil par fil, confrontant les trahisons passées avec le présent. Ici, chaque rencontre calculée avec des personnes comme Villefort et Danglars se déroule comme un mouvement stratégique sur un échiquier invisible. Le jeu d'identité du conte culmine en victoire et révélation, où justice et vengeance s'entremêlent en parfaite harmonie. Pourtant, niché dans cette vengeance, se trouve une lutte, un tiraillement éternel entre les dilemmes moraux de Dantès et sa quête incessante de rétribution. Alors que le rideau tombe, Dantès regarde vers l'avenir, un avenir façonné par ses propres mains. Dans ce jeu d'identité et de destin, le comte de Monte Cristo émerge transformé, mettant fin à son voyage de vengeance et embrassant les leçons forgées dans le feu des épreuves personnelles. En fin de compte, c'est une histoire qui nous rappelle que même dans la quête de justice, le véritable défi réside dans la confrontation avec sa propre humanité et ses choix. Et ainsi, nous concluons notre voyage à travers le Comte de Monte Cristo, un chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. C'est un récit qui entremêle habilement les thèmes de la justice, de la trahison et de la rédemption à travers la vaste tapisserie de l'Europe du XIXe siècle. Dumas crée une histoire qui nous fait réfléchir aux complexités de la vie, nous incitant à réfléchir sur notre propre moralité et nos choix. À travers la quête ardue de vengeance du comte, nous sommes rappelés de la persévérance de l'espoir et du poids profond du pardon. Malgré ses origines historiques, le récit reste intemporel, offrant des interprétations et des analyses qui continuent de captiver les lecteurs à travers le monde. Si vous n'avez pas encore exploré le roman dans son intégralité, nous vous recommandons vivement de plonger dans la prose riche de Dumas. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Si vous avez apprécié ce résumé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'aventures littéraires.